Je suis là aujourd'hui dans un festival qui s'appelle Combat et qui, somme toute, a déclenché une réflexion chez moi que je n'attendais pas. J'ai, en préparant le propos d'aujourd'hui, qui est un propos que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de diffuser dans des festivals, parce qu'on m'a demandé d'intervenir pour parler de ma vie, mes expériences professionnelles, etc. J'ai donc préparé d'une manière particulière, parce que d'abord je voulais rendre hommage à la confiance qu'on me témoignait. Et puis, en fin de compte, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis aperçu que ma vie est un vrai combat, pour tout le monde. Mais ma vie était un vrai combat pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui et à éprouver la satisfaction intense de ce que je fais aujourd'hui. Et je voudrais bien la communiquer, cette satisfaction, parce qu'elle n'a pas toujours été aussi claire. Et le fait de pouvoir témoigner de ce combat mérite bien cette présence aujourd'hui et l'accueil qu'on me fait. Mon père était le dernier d'une série de 13 enfants dont 9 avaient survécu, parce qu'évidemment, à cette époque-là, il y avait un peu de déchets. Et sur ces 9 enfants, il y en a 8 qui ont fait une carrière d'artiste, une carrière très très affirmée, confirmée. Quand on est dans une famille comme ça et qu'on a de part et d'autre une vraie pression pour pouvoir faire une carrière qui va répondre aux attentes de ses pairs, il ne se passe pas forcément une harmonie totale. À 2 ans et demi, j'entame d'ailleurs, pas à pleines dents, mais j'entame le violon. À 4 ans, le piano, et puis au fur et à mesure, ça se passe pas bien. Il y a aussi un divorce qui fait qu'une très très forte dichotomie. Je reste dans les, entre guillemets, griffes de mon père, qui veut faire de moi ce que je n'ai pas envie qu'il fasse, et puis je m'enfuis. Je m'enfuis de chez moi et je me retrouve à 15 ans avec une autre forme d'expression, puisque je suis cette fois-ci chez ma mère, et je continue mes études de piano au conservatoire, et en même temps je passe mon bac. Et là va se poser la question, quel va être mon avenir? Quel va être mon devenir? Comment répondre à la question, mon fils, que vas-tu faire par rapport à ce qu'on attend de toi? Parce que ma mère aussi avait très forte envie que je m'exprime par rapport à tout ce qu'elle avait épousé, dans tous les sens du terme. Et là, je n'ai pas de réponse. Alors, je vais par ce qui me passionne le plus, c'est l'enregistrement. Je suis passionné d'enregistrement et je pose ma candidature dans des maisons de disques. Et je suis pris chez Pathé Marconi à 22 ans. Et là va se développer toute une série d'expériences, aussi riches les unes que les autres, que je fais rentrer, vous le verrez, dans le cadre de ce que j'appelle la perfusion musicale. C'est-à-dire, quelque part, je ne fais pas de musique, je la fais faire. J'ai sans doute les éléments et les compétences pour le faire. Je suis un très bon directeur artistique, c'est-à-dire que je sais mettre les artistes à l'aise. Je sais leur demander le meilleur d'eux-mêmes dans des circonstances qui sont difficiles, car enregistrer devant un micro lorsqu'il n'y a pas de public pour un interprète, c'est compliqué. Et je vais côtoyer les plus grands de ce monde, c'est-à-dire Georges Prêtre, Mazel, Dervaux, Rostropovitch, Bernstein. Je ferai les premiers disques de François Rodet Duchâble. Et à 30 ans, j'ai commencé à faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire composer, faire de la musique pour moi et non pas faire la musique aux autres. Je décide d'entamer ma vie de créateur parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui n'a pas pu se faire auparavant pour des raisons simplement de pression. Et je me mets au piano, je compose une dizaine de thèmes et c'est là où commence l'histoire. Voyage immobile, mon premier enregistrement, ces mélodies sont toujours fortes, je ne les renie pas. J'ai fait beaucoup de musique depuis qui avait une valeur totalement différente. C'est de la musique plaisante, charmante, etc. Pour moi, la valeur de ces musiques n'a pas changé. Mais par contre, je me rappelle, pour répondre à la question de Stéphane, qu'à cette époque-là, j'y crois.
Je ne suis pas le seul à y croire d'ailleurs, tout le monde y croit. Les mélodies sont plaisantes, je joue correctement du piano, la promotion est forte parce que ils prennent des espaces pubs sur Europe 1, sur RTL, je fais des télés. Je vais vous présenter un nouveau compositeur, encore que son nom soit déjà connu depuis longtemps, puisqu'il appartient à une dynastie prestigieuse, celle des Casatsu, mais il lui reste à se faire, comme on dit, un prénom. Et le prénom est également artistique. Greco, c'est un très joli prénom. Greco Casatsu, ça devait vous mener là où vous êtes. Et votre père, justement, par rapport à votre carrière, comment lui réagissait? À partir du moment où moi, mon père, quand je suis parti, je me suis enfui, il a décidé que je ne portais plus son nom, que je n'appartenais plus à cette famille, donc c'était réglé de ce côté-là, donc j'ai plus qu'à faire ma trace tout seul, autre combat. Et la musique instrumentale, donc de la musique instrumentale à la musique de film, donc il y a eu encore plusieurs étapes Alors, parallèlement à ça, je commence à m'intéresser très fort à justement ce qui me passionne, parce qu'en fin de compte, quand je rentre chez EMI, j'ai qu'une envie, c'est de faire la musique de film. Je suis quelqu'un qui se passionne pour cette relation entre l'image et la musique. Et donc, je fais la musique d'un documentaire, d'un deuxième documentaire, et là, j'ai la chance de faire la musique d'une pièce de théâtre dont le metteur en scène s'appelle Jacques Mauclair, qui sera un grand monsieur du théâtre. Ça va aller assez vite car le théâtre va me nourrir pendant plusieurs années et je vais faire 22 créations pour le théâtre, entre les Tréteaux de France, Jean Danet, Jacques Mauclair, Sylvia Montfort. Et ça va être aussi une expérience qui n'est pas celle directement de l'image, mais qui est très proche, puisque quelque part, quand on s'intéresse au jeu des acteurs, on s'intéresse à une forme de dramaturgie. Qui vous nourrit complètement. Qui me nourrit complètement et qui, au fur et à mesure, me donne envie de continuer. Et parallèlement, je rencontre aussi... c'est toujours par truchement, hein, c'est pas parce que le téléphone ne sonne jamais parce que quelqu'un vous a écouté, c'est toujours parce que quelqu'un a parlé ou qu'on a rencontré des gens dans un festival, d'où l'importance de ces festivals, et qui dit mais j'ai adoré ce que tu fais, ou j'aimerais bien savoir ce que tu fais, ou je pense que tu fais absolument pas ce que je voudrais que tu fasses, mais on va essayer de le faire, ça c'est plus rare. Et donc je commence à faire des musiques pour des séries télé. Et là ça va commencer à se développer. Il y a un film que je fais avec Bob Swaim. Bob Swaim est un réalisateur franco-américain qui a eu un énorme succès dans les années 80 avec un film qui s'appelle La Balance et qui a fait un deuxième film qui n'a pas marché, qui en fera un troisième, et c'est celui dont je fais la musique, qui s'appelle The Climb, qui est un film américain qui n'aura aucun succès en France mais qui aura une très bonne audience aux États-Unis. Que j'ai vécu avec Bob. Je vais vous raconter en 2 minutes comment ça s'est passé. J'étais en train de faire un téléfilm, puis la directrice de production me dit tiens, on est en train de produire un film avec Bob Swaim. Je dis oui, et la musique, la musique c'est John Barry. Ok, bon, très bien, ça ne me concerne pas. Et puis, je recroise, toujours en train de travailler sur le téléfilm, et puis elle me dit tiens, John Barry, il est pas libre, ou je sais pas quoi, ça t'intéresse que je parle de toi à Bob? Je dis oui, oui, bien sûr que je ne demande pas mieux. Donc, et bon, alors le temps passe, et puis non, Bob, c'est parfois, c'est toujours comme ça, et puis j'insiste, et je ne peux pas le rencontrer, elle dit bon, d'accord, alors bref, j'ai rendez-vous, et je vois Bob, je lui fais écouter les trucs, et il me dit. Ouais, je sais pas encore, je vais voir, je veux John Barry, c'est pas John Barry, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. Et puis je sors de chez lui, je dis, tu sais, il y a des cases, on fera pas, donc je ferai pas, parce que ça me paraissait bien. Une semaine après, des, alors, Greco, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je dis, je sais pas, ce que vous voulez, allez viens, on va le faire ensemble. Alors, je commence à travailler, donc je monte les maquettes, et puis je le vois très très dubitatif. Il ne savait pas ce qu'il voulait vraiment. Pourtant, c'est un monsieur qui a une grande culture musicale. Il fait des mises en scène d'opéra. Et puis,
un soir, il me dit, bon, et maintenant, il faut qu'on décide ce qu'on fait. Ben, je dis, Bob, je crois que c'était OK. Non, non, je viens avec mon femme. On va faire une petite séance avec mon femme, après on va à l'opéra. Alors, il arrive avec son femme, donc, on monte 2-3 séquences, dont celle-là, et sa femme lui dit, bah, écoute Bob, si tu veux un film 1950 qui se passe à Baltimore avec une forme de nostalgie, cette musique est superbe. Ok, très bien, alors, ça a été réglé. Comme quoi, vous voyez que jamais rien n'est gagné dans ce métier. Et puis, je fais aussi Babar, Roi des éléphants, qui est une chose qui m'a totalement enjoué. Enfin, c'est un peu triste, Babar, parce qu'au début, il perd sa maman, tué par des chasseurs, voilà. Donc c'est un très beau dessin animé. C'est le deuxième Babar pour le cinéma. Il y en a eu 2 pour le cinéma, le reste c'était des épisodes pour la télévision. N'oublie jamais, Babar. Ah, mais c'est Netflix, n'oublie jamais, Babar. Dorénavant, c'est tout. Babar était une expérience au niveau musical très particulière. C'est la première fois où alors c'était 99, je pense 98, Babar, j'ai utilisé un grand orchestre avec des boucles, des samples, des tas de choses qu'aujourd'hui on a l'habitude d'utiliser dans l'informatique musicale et qui sont à la disposition de n'importe qui, mais c'était un peu plus compliqué à l'époque et c'est une sonorité très très particulière qui m'a été donnée et c'était pas facile parce qu'en fin de compte, quand on fait jouer 60 ou 70 bons hommes sur des machines, il y a des méthodes et c'est toujours une prise de responsabilité. C'était extrêmement passionnant. Une musique de film doit avoir un sens qui est celui du réalisateur. Je veux une musique qui va faire ça. Voilà, tu me l'as fait. Alors là où c'est compliqué, c'est que d'une part, entre un réalisateur et un compositeur, il n'y a pas de sémantique, il n'y a pas de grammaire. On est sur des rapports extrêmement flous. Et deuxièmement, un bon nombre de réalisateurs ne savent pas forcément ce qu'ils veulent et en plus ne savent pas forcément ce qu'ils ne veulent pas. Donc on a des procédés, on tâtonne, il y a plusieurs moyens d'y arriver, il y a ce qu'on appelle aussi les musiques temporaires, c'est-à-dire qu'on va chercher une musique de John Williams, de Hans Zimmer, de Georges Delerue, on la colle à l'image, et là on dit ah c'est génial, c'est ça qu'il faut. Simplement, il peut se créer un tout petit problème, c'est lorsque, d'abord, il faut savoir qu'une musique à l'image a un degré d'imprégnation extrêmement fort, c'est-à-dire que quelque part, vous n'écoutez pas la musique, vous ne regardez pas l'image, vous regardez les deux, et les deux ont une puissance beaucoup plus confirmées que si elles sont séparées. Donc au bout du montage, quand c'est la séquence qui a passé 20, 30, 40 fois, la musique, même si c'est pas elle sur laquelle on porte l'attention, elle est rentrée dans le crâne et on a du mal à s'en débarrasser. L'autre facteur très compliqué, c'est que dis-moi Coco, là on a mis des musiques, regarde comment ça fonctionne bien. T'as vu, on a mis donc la musique de Out of Africa ou je sais pas. Tu peux nous faire ça? Ah oui. Bon, alors évidemment, on n'a pas de budget, hein, donc, mais tu fais ça, hein, tu as du talent, tu vas te débrouiller. Alors, on se retrouve dans une situation où les budgets français sont en général 100 fois inférieurs au budget américain, que les Américains ont évidemment une prédominance sur tout ce qui a pu être fait de fort, de majestueux, d'intéressant en matière de musique de film, même si on a quand même des grands talents, en tout cas les moyens ne sont pas les mêmes. Et puis, on a le deuxième combat, qui est de dire, mais oui, mais attendez, cette musique que vous avez placée sur les images, tout le monde s'en est imprégné, vous voulez que je fasse la même chose, mais je ne peux pas, moi, faire un démarquage, il faut que je fasse autre chose. Donc, soit on est inventif, soit on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, c'est souvent des grands conflits. Bonjour. Merci pour votre présence, parce que là, on rentre vraiment dans les coulisses de la musique, mais à un haut niveau quand même. Hein. Merci. Merci. J'avais une question, vous avez déjà quasiment répondu, je sais qu'il y a 2 écoles pour la musique de film, où on écrit d'après le scénario, ou d'après l'image. Pour vous, il y en a une qui est plus difficile que l'autre ou... Oui, c'est une question à laquelle je peux répondre. Écrire d'après un scénario, c'est compliqué. À moins qu'on soit précisément guidé par le réalisateur, dans la mesure où un scénario, c'est un squelette, c'est une base... la base d'une histoire dont toute la chair, toute l'âme va reposer sur la mise en scène, sur le tournage, la manière dont le réalisateur va œuvrer pour que ça prenne le sens qu'il a envie de donner. Parce que sur un même scénario, on peut faire 3 ou 4 tournages, on aura 3 ou 4 films différents, même s'ils racontent la même histoire. Et donc, pour moi, si j'ai pas l'apport du réalisateur qui dit « à cet endroit-là, je voudrais que la musique exprime ça », je suis un peu perdu. Par contre, s'il me dit « à cet endroit-là, je voudrais que la musique exprime ça et que tu me le fasses avant le tournage et qu'on travaille ensemble, que je fasse des propositions », là c'est extrêmement gratifiant. Les palettes d'expression de la musique par rapport à
à l'image vont de 0 à 100. C'est-à-dire que dans un film comme The Artist, on va à 100. Dans un film qui ne nécessite pas de musique, comme L'Esquive, par exemple, qui a eu un César en 2006, il n'y avait pas du tout de musique. Il y a d'autres films qui n'ont pas de musique. J'avais pris quelques notes, je peux vous en citer, parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut s'en passer. Dans les films des frères Dardenne, il n'y a pas de musique, ou très très peu. Les oiseaux d'Hitchcock, par exemple, il n'y avait pas de musique. Il y avait par contre les sons des oiseaux qui ont été traités un peu de façon électroacoustique, notamment Bernard Herrmann y a mis son grain de sel. Mais là, la demande peut être totalement différente, et en plus l'espace laissé à la musique dépend totalement de l'image. C'est vrai qu'imaginez les Western Spaghetti où la musique de Morricone a toute sa place, mais parce qu'il y a la place. Et puis il y a des fois où il y a très peu de place, et la musique peut être absolument un fil imperceptible. Donc c'est peut-être ça qui fait... Et le plus beau côté de ce métier, c'est que tous les coups sont permis en fin de compte. Et c'est un métier d'équipe. Est-ce que vous voulez, pour ceux qui en ont envie, j'avais préparé un petit quiz avec des cadeaux. S'il y a des cadeaux, je pense qu'il y aura aussi des candidats. Mais pour avoir des cadeaux, il faut répondre aux questions. Et monter sur scène. Qui a composé, mademoiselle, je vous donnez quand même une deuxième chance, la musique de Rabbi Jacob? L'acteur. Qui a composé la musique de l'acteur? Quelle est la musique de film que vous connaissez, mademoiselle? Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre? L'acteur de Rabbi Jacob. Comment il s'appelle? Bravo, mademoiselle, vous avez gagné un DVD. Qui a fait la musique des Parapluies de Cherbourg? Non. Qui a fait la musique des choristes? Et qui a fait la musique de l'Intouchable? 3 questions, 3 réponses presque bonnes. À nous maintenant, comme vous me paraissez très documenté, un homme et une femme. Shabadabada. C'est son nom intime. Hein, tout le monde connaît la musique, oui. Mais par contre, le nom... Le petit. Ah oui, et puis le grand, ouais. Alors, il n'est pas petit, il n'est pas laid, mais il s'appelle quand même... Allez, on vous le souffle là. Francis Lay, bravo. Non, mais une autre question, parce que là, j'ai été minable. La guerre des étoiles. Et la 3e question qui va rencontrer sûrement sa bonne réponse également, le 5e élément. Séance. Oh, nous avons un gagnant qui gagne vraiment pour de vrai.